Eh bien, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir au nom de l'association Mardi en 8 pour cette 3e édition de notre Salon de la relation client de l'Ouest. Auparavant, j'aimerais bien vous présenter tous les membres de l'association Mardi en 8 qui ont contribué à préparer ce fabuleux salon, enfin qu'on espère fabuleux évidemment, vous nous le direz à la fin de la journée. Alors je voudrais vous présenter Lydie, donc c'est moi, je commence par moi, c'est pas très bien. Christine Mercier, qui est notre trésorière et notre relation avec la Cité des Congrès. Myriam Serrou, qui est notre rigoureuse secrétaire. Julien Burgot, qui est un membre actif et qui s'occupe de la commission commercialisation. Cécile Gardin, membre actif et qui s'occupe de la commission communication et la commission éditoriale. Orlane Roussel. Orlane Roussel, c'est notre chef de projet, sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui. C'est notre chef d'orchestre. Virginie Clément, comme Caféine, qui est un membre actif et qui dirige aussi la commission communication. Et Marie-Françoise Redon, membre actif de la commission éditoriale. Voilà. Ce sont ces personnes qui vous ont préparé cette journée pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre fil rouge du salon, c'est l'engagement. L'engagement. Excusez-nous, on est obligé de faire. L'engagement. Pourquoi l'engagement? L'engagement, aujourd'hui, c'est important que les entreprises soient engagées sociétalement, dans l'environnement, de façon éthique, très sûrement, que nos collaborateurs soient engagés, motivés par les valeurs que l'entreprise porte, mais aussi accompagnés par l'entreprise, et bien sûr tout ça au service de notre expérience client, notre fameuse expérience client. Alors, les ingrédients de notre journée aujourd'hui. 8 conférences, 6 ateliers, 11 pitch solutions. Dans les conférences, nous allons parler, et je laisserai la place à Magali tout à l'heure, de la place de la RSE dans une relation client engagée. On parlera bien sûr de l'IA au service de l'humain. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité? On parlera de l'expérience collaborateur au service de l'expérience client. On parlera bien sûr de tous les nouveaux canaux pour booster l'engagement client et collaborateur. Et on parlera de la réclamation au service de l'engagement collaborateur. Et aussi, nous allons nous transporter avec curiosité dans le métaverse. Je pense que vous accepterez tous cette expérience. Je tiens à remercier bien sûr tous les experts qui ont bâti ces conférences avec beaucoup d'enthousiasme. Je remercie aussi particulièrement toutes les entreprises témoins qui ont bien voulu, qui ont accepté de se challenger dans ces conférences. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier tous nos partenaires exposants. Vous avez un village de 40 exposants, donc surtout, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils vous feront découvrir leurs outils, les solutions pour vous accompagner au service de votre relation client. Vous retrouverez aussi tous ces partenaires lors de nos 11 pitch solutions, dont vous avez le détail dans le programme. Très important aussi, on va organiser un petit challenge. Alors, serez-vous d'accord? Puisque cette journée est placée sur le thème de l'engagement, nous avons aussi besoin du vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Eh bien, votre engagement dans un challenge sportif. Vous allez faire tout le tour de la cité. Alors, un challenge sportif, oui, vous allez pédaler. Vous verrez, à l'entrée de la mezzanine, près des escalators, nous avons installé plusieurs vélos. Plusieurs vélos, eh bien, vos kilomètres parcourus seront transformés en euros. Et nous allons pédaler pour l'AP APA. Donc, c'est une association qui s'occupe d'accompagner des personnes qui souffrent de troubles neuromusculaires, neurodéveloppement, et de favoriser l'activité physique. Donc, vous pourrez donner un don grâce au QR code,
mais vous pourrez aussi pédaler et les kilomètres que vous aurez parcourus seront transformés en euros par la Fondation CID. Je vais continuer mes remerciements, mais je dis souvent merci et engagement. Alors, je remercie bien sûr la Cité des Congrès qui, avec tout son personnel, grâce à son écoute et son engagement, nous a permis d'organiser cette journée. Je tiens aussi à remercier particulièrement les étudiants de l'IDRAC. Vous êtes là? Ils nous accompagnent depuis 3 ans dans cette édition. Et puis, bien sûr, pour conclure cette journée, nous vous attendons avec plaisir à 17h30 pour un cocktail que nous espérons vous serez tous OK pour venir partager. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous allez repartir inspirés et bien sûr engagés. Magali, c'est à toi. Merci beaucoup Lydie pour cette présentation de cette 3e édition du Salon Grand Ouest de la relation client. Moi, je suis ravie de vous retrouver ici à la Cité des Congrès pour parler avec vous justement de la place de la RSE dans une relation client engagée. Lydie l'a très bien rappelé, ça va être une journée qui va être riche en enseignements, hein, conférences, ateliers, pitch démo. Mais avant tout, nous, on a 1 heure ensemble avec nos intervenants, justement, pour voir comment la RSE, en engageant toutes les parties prenantes, permet justement de fidéliser la clientèle, de fidéliser leurs clients, mais aussi de permettre à leurs salariés, à leurs collaborateurs, d'avoir un sentiment de fierté en participant à ces initiatives. Donc on le verra, ça peut être environnemental, ça peut être social, ça peut être sociétal. Différentes pratiques peuvent être mises en place par les entreprises, mais toutes convergent vers une chose, fidéliser la clientèle et aussi acquérir de nouveaux clients. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui et ce matin d'accueillir justement Anne-Sophie Messel. Donc vous êtes responsable fondation et mécénat à la Banque Populaire Grand Ouest. Xavier Girardot, vous êtes responsable du secteur numérique à l'ATIGIP, c'est-à-dire au service relations clients de la prison de Nantes. Et Dorothée Barthes, bonjour. Donc vous, Dorothée, vous êtes la cofondatrice de la marque Joe, juste et honnête. Et on reviendra dessus tout à l'heure, hein, mais vous avez cofondé une marque qui propose notamment des protections hygiéniques bio. Voilà, donc autant de bonnes pratiques ancrées sur le territoire nantais et qui vont permettre justement, on le verra avec nos invités, d'acquérir des clients, de fidéliser une clientèle tout en poursuivant des objectifs nobles et en étant effectivement animés d'une certaine éthique. Tout de suite, une première question, Anne-Sophie, justement. Vous êtes, donc je le disais, un responsable fondation et mécénat à la BPGO. Et puis, vous êtes également l'initiatrice d'un fonds Solidarité Grand Ouest que vous avez lancé en 2019. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette initiative ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, en 2019, il y avait un fonds de dotation qui s'appelle Solidarité Grand Ouest qui permettait de collecter des dons pour des associations et puis qui ne fonctionnait pas. Et puis, venant du crowdfunding, j'ai eu cette idée d'embarquer les entreprises, justement, les entreprises locales, qui pourraient du coup choisir une association. Donc, c'est une forme de couple. Et donc, on met une collecte en ligne avec ce couple pour cette association choisie par l'entreprise. Et puis, l'opération un peu magique et inédite qui n'existe pas en France, à part Solidarité Grand Ouest, c'est que les dons sont multipliés par 3. Alors, comment est-ce possible ? Quel est ce miracle ? Voilà. Donc, vous donnez 10 €, donc par exemple pour la DAPA dont on a parlé tout à l'heure, et la Fondation Grand Ouest de la Banque Populaire Grand Ouest donne 10, et l'entreprise donne 10. Donc, quand j'ai lancé le dispositif, c'était tout nouveau, il y avait 3 slides, c'était l'intrapreneuriat social. Et le groupe CID, qui a sa fondation, hein, qui d'ailleurs consacre 10% de son résultat net par an à des associations, à sa fondation. Donc le groupe CID a fait partie des 5 premiers testeurs du dispositif pour une belle association qui est le Team 303, qui permet d'aider les athlètes paralympiques à préparer les Jeux olympiques. Donc là, avant, c'était Tokyo, maintenant, c'est Paris. On est tourné vers Paris 2024. Et cette collecte a très bien fonctionné avec
Yann Trichard, qui a joué le jeu à fond, qui en a parlé à l'ensemble de ses parties prenantes, puisque ce dispositif, c'est un dispositif x3 qui a 3 fois plus d'impact. Donc c'est utile pour tout le monde, puisque le don est 3 fois plus utile pour le donateur. Pour l'association, c'est un outil de plus pour communiquer sur son projet, et justement, ça l'aide aussi à communiquer son beau projet. Et pour l'entreprise, c'est une façon d'embarquer l'ensemble de ses parties prenantes. Donc ça, voilà, ça a lancé Solidarité Grand Ouest. Et maintenant, on en est à 600 000 € de collectés, 60 projets en 3 ans. Voilà. Oui, donc vous avez réussi véritablement là à embarquer toutes les parties prenantes pour ce projet et pour ce fonds de solidarité. C'est l'idée qu'on est plus fort à plusieurs. Hein. Donc à 3, on est forcément plus fort que tout seul. L'association se galère. Il y a une multiplicité d'associations qui cherchent de l'argent. Donc justement, à 3, on est beaucoup plus fort. Et on va pouvoir l'aider. Et donc, c'était un pari qui, finalement, quand on y pense, est assez basique. Hein. Cette idée est simple. Elle n'est pas forcément simple à mettre en place, mais la Banque Populaire Grand Ouest a cru à cette idée. Et donc, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on a pu le pérenniser. Et donc, c'est un outil vraiment à disposition des entreprises du Grand Ouest pour, justement, s'engager auprès des associations. C'est un outil différenciant. Voilà, on va en parler, mais c'est vrai que c'est très chouette d'avoir pu le mener et de continuer à le mener avec la Fondation Grand Ouest. Oui, voilà, parce que ça fait depuis 2019, hein, on le disait, donc ça commence à faire quelques années maintenant. Est-ce que ce dispositif a été dupliqué? Est-ce que la Banque Populaire, le groupe Banque Populaire, a souhaité dupliquer ce dispositif? Alors, on en parle à nos confrères de la Banque Populaire de toutes les régions de France. Je crois qu'il y a quelques petites idées qui émergent, ils se posent des questions. Après, voilà, faut des gens qui y croient vraiment, hein, donc faut trouver les bonnes personnes, faut avoir les budgets aussi pour le faire, puisque le principe, c'est d'avoir... Alors, nous, on a une très grosse fondation, on est parmi les plus grosses fondations locales, puisque la Banque Populaire Grand Ouest a une fondation avec 1 million d'euros par an dédiés aux associations. Donc, ça peut paraître peut-être petit par rapport à d'autres fondations nationales, mais en local, je me suis rendu compte en regardant nos confrères que c'était assez énorme. Et c'est jamais assez par rapport aux besoins du territoire, mais ça permet d'aider quand même un bon nombre d'associations. Et c'est vrai que ça met notre petite goutte, notre petite pierre à l'édifice, à l'instar du colibri. Voilà. Vous parlez du Grand Ouest, juste brièvement, comment est défini Grand Ouest? Ça va jusqu'à la Normandie? On descend jusqu'où? Oui, Normandie, Pays de la Loire, Bretagne. En fait, c'est le périmètre de la Banque Populaire Grand Ouest. Puisque l'idée, justement, il y a des fondations nationales. L'idée, c'est vraiment d'aider en local. C'est notre raison d'être, c'est notre ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de la RSE. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment redonnons du sens ensemble. Donc, c'est le sens de ce salon, d'ailleurs, puisque un certain nombre de confrères se sont réunis aujourd'hui pour parler de la relation client. Nous, le client est au centre, on est une banque mutualiste, c'est nos clients qui décident. Dans toutes nos décisions pour les associations et la fondation, c'est les clients qui décident, les clients sociétaires à qui appartiennent la banque. Et donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Redonnons du sens ensemble, peut-être parce qu'on l'a un peu perdu. Dorothée Barthes, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous faites du bien, hein, aux femmes, à la planète. Oui. Et c'est vraiment le cœur de votre entreprise que vous avez cofondée en 2017, hein, oui. Je le disais tout à l'heure, Jo, donc juste et honnête. Comment vous est venue cette idée, justement, de proposer des protections hygiéniques aux femmes qui soient qu'en coton bio? Alors l'idée, on l'a piquée aux Américains. Donc en fait, c'était pas notre idée. Non, en fait, le contexte, c'était en 2017. Il y a eu tout un scandale. Alors vous n'êtes pas tous massives là, ici, mais en gros, il y a eu un scandale qui a été révélé par la presse et des documentaires sur la composition des protections périodiques, en fait, sur laquelle il n'y a aucune réglementation. Ou plutôt, la réglementation qui s'applique est celle des papiers et cartons. Donc on retrouve dans les tampons et serviettes que les femmes utilisent à peu près 2200 jours dans une vie, des ingrédients qui sont complètement interdits dans un shampoing ou un gel douche. Il y a un gros lobby des majors américaines qui produisent ces produits depuis des décennies. Et donc l'idée, donc le documentaire a montré l'impact sur la santé des femmes, a priori. Et en fait, il y a vraiment une courbe assez parallèle entre l'augmentation des cancers féminins et la consommation des tampons ces 5 dernières décennies. Alors, ce n'est pas directement lié, mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas joli.
En tout cas, on a retrouvé dedans des produits très cancérigènes. Et donc l'idée, c'était de proposer aux femmes des produits dont elles n'aient pas peur. Enfin, on fait gaffe à tout ce qu'on mange. Et c'était quand même dingue de ne pas avoir à notre disposition des produits qui sont bons pour notre santé, à nous les femmes. Donc on a lancé une marque qui produisait au départ, on avait des tampons et serviettes 100% coton bio. Et c'était par abonnement pour que ce soit accessible à toutes les femmes, parce que ça existait déjà dans certains magasins bio, mais pas ailleurs. Donc ça, le côté tampon bio par abonnement, tampon et serviettes bio par abonnement, ça existait déjà aux États-Unis. Il y avait 3 startups qui s'étaient lancées là-dessus. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est un côté solidaire, c'est-à-dire qu'on reverse 1,7% de notre chiffre d'affaires à des associations qui prennent en charge des femmes dans la précarité, en France et en Afrique. Sachant qu'à chaque fois, si c'est en Afrique, c'est des projets qui sont portés par des locaux et dont on connaît l'impact durable. Donc c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Juste et Honnête. Honnête parce qu'on est complètement transparente sur la composition des produits. Nos produits sont labellisés par les labels les plus exigeants. Et juste parce qu'on redistribue une partie de notre chiffre d'affaires à des femmes dans la précarité. Et alors, comment est-ce que vous informez les femmes qui vous font confiance et qui achètent vos produits de votre engagement et justement du fait que vous reversez de l'argent à certaines ONG? Alors déjà, c'est écrit, en fait, ça fait vraiment partie de notre identité. Donc chaque fois qu'on communique, on le rappelle. On dit en fait, avec nous, vous construisez un monde plus juste. Et alors c'est marrant justement à propos de la relation client, c'est qu'au départ, on a dit, nous, on veut redonner avec mon associé. C'était vraiment, on avait envie de donner, on voulait que notre business ait du sens. On a dit, nous, on veut une entreprise solidaire, on veut donner. Bon, voilà. Moi, j'avais fait de l'humanitaire, mon associé aussi était hyper impliqué. Et on savait qu'avec 100 €, on peut changer la vie d'une famille. Donc, on avait envie de donner. Et nos investisseurs ou des gens autour de nous disaient, non, mais franchement, la solidarité, mais tout le monde s'en fout. C'est pas un argument, quoi. Et donc, on s'est dit, mais on s'en fout. Nous aussi, on s'en fout, on va le faire de toute façon. Et en fait, on s'est aperçu quand même, en parlant un petit peu aux clientes via des newsletters, qu'elles étaient assez fières de ça. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, non, mais en fait, on va le tourner autrement, parce qu'il y a des femmes qui nous disent, moi, j'ai abonné ma fille parce que je veux lui montrer qu'on peut faire des choses en consommant. Et donc, on a changé de notre discours, on a vraiment mis la solidarité au cœur, justement, de la relation client et du discours client, en disant, avec nous, vous construisez un monde meilleur, vous aidez des femmes. Et bien sûr, on est aidé par les ONG qu'on aide, en leur disant, on a besoin de petites photos. Alors, quand il y a des photos qui viennent de Madagascar, de la brousse, c'est un peu flou, un peu tout moche, et tout, mais c'est pas grave, c'est sincère, c'est réel. On ne donne pas à des énormes assos, mais vraiment à des petites assos qui font des projets durables. Et en fait, elle nous envoie régulièrement des petits films qu'on envoie aux clientes. Et à chaque fois, oui, justement, les réactions des clientes. Les réactions, c'est génial, c'est hyper émouvant, je suis hyper heureuse d'acheter chez vous. Parce que bien sûr, nos produits sont un peu plus chers parce qu'ils sont bio. Mais elles disent, moi, il n'y a pas que ça, il y a faire attention à mon corps. Et il y a aussi construire quelque chose avec vous. Et donc, on a vraiment tourné ça comme, vous êtes une communauté et ensemble, on est en train de faire des choses. Et donc, on montre régulièrement, tous les 2-3 mois, on envoie des nouvelles sur, voilà, dans telle ONG, ce qui s'est passé, etc. Et alors, dans les magasins, c'est écrit sur nos boîtes, vous donnez, en achetant une boîte, vous aidez des femmes dans la précarité à travers 5 associations. Et pour les clientes qui achètent en ligne, quand elles reçoivent leur colis, il y a une petite gazette de Jo qu'on a appelée la Josette, parce qu'on est trop fort en marketing, et qui dit tout ce que font les associations et tout ce qui s'est passé en 3 mois dans ces associations. D'accord. Donc vertueux là aussi, évidemment. Autre domaine, mais tout aussi innovant, puisqu'on retrouve Xavier. Alors vous, Xavier, vous travaillez justement à la prison de Nantes, au centre de relations clients. Vous êtes, c'est un centre. Voilà, vous travaillez au service du travail pénitentiaire depuis maintenant plus de 20 ans. Et vous avez, alors c'est pas vous qui l'avez créé peut-être, mais en tous les cas, vous travaillez dans ce centre d'appel. Qui a été créé, lui, en 2010, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, pour bien expliquer le contexte, en fait, donc moi, je travaille pour la TIGIP, qui est une agence qui dépend directement du garde des Sceaux et qui a vocation, entre autres, de développer le travail à l'intérieur des prisons sur toute la France. Donc, en fait, on possède 50 ateliers sur toute la France, dans des secteurs d'activité très variés, souvent industriels, la menuiserie, la métallerie, la confection, etc. Et on fait travailler au quotidien à peu près 1300 détenus, nous on appelle des opérateurs, sur toute la France. Voilà. Et donc pour faire fonctionner cette entreprise, qui est une entreprise publique mais qui est autonome financièrement, on a une équipe commerciale, voilà, comme toute entreprise, et on a besoin de trouver des clients, c'est-à-dire des prestataires, des clients extérieurs qui vont nous confier
une partie de leur travail en sous-traitance. Et donc ce service commercial faisait appel à un centre d'appel privé pour obtenir des rendez-vous commerciaux. Et en 2010, en fait, on a eu l'idée, donc mon directeur de l'époque et moi, j'étais présent, de créer, alors pas vraiment de créer un centre d'appel, mais en fait de faire travailler, on va dire, au départ 2 opérateurs détenus pour qu'eux-mêmes fassent de la prospection téléphonique pour trouver du travail pour leurs, on va dire, camarades d'autres établissements pénitentiaires sur toute la France. Voilà. Et de 2 opérateurs téléphoniques, on est passé à 4. Et puis, au fil des années, grâce au bouche à oreille, grâce à nos clients, ce centre d'appel s'est développé. Donc aujourd'hui, à l'instant T, là, on a 8 téléopérateurs à Nantes qui travaillent vraiment 35 heures par semaine sur de la prospection commerciale, sur de l'enquête, du sondage, donc que de l'appel sortant en B2B. Et 90% de nos clients sont des clients privés de l'extérieur. Voilà, notre service commercial représente une petite partie de nos clients. D'accord. Et les clients ont adhéré tout de suite justement à ce fonctionnement. Vous avez été les démarcher et c'est naturellement qu'ils sont venus ensuite vers vous? Oui, alors par définition, le milieu pénitentiaire est un milieu fermé donc et qui communique très mal vers l'extérieur. Donc nos clients nous connaissent souvent par bouche à oreille, finalement. Voilà. Et font appel à nous au départ souvent alors par curiosité, ce qui est un bon défaut dans le monde professionnel, et puis par bienveillance. Et ensuite, l'attrait de travailler avec nous n'est pas forcément économique, c'est-à-dire qu'effectivement, un détenu n'est pas rémunéré de la même manière qu'à l'extérieur. Il y a un salaire minimum quand même qui existe en prison qui est de 45% du SMIC. Voilà. Mais à côté de ça, il y a des facteurs structurels. Voilà, le monde de la prison n'est pas celui de l'entreprise, on n'a pas la même souplesse, on a des difficultés d'organisation, le temps de formation et d'accompagnement est vraiment plus important qu'à l'extérieur. Donc, bon an, mal an, pour nos clients, on est assez intéressant financièrement, mais on est très loin des tarifs offshore. Voilà, on est 5 à 10 fois plus cher que des tarifs offshore. Donc, quelqu'un qui vient vers nous... C'est un vrai engagement aussi. Voilà, c'est un vrai engagement. Et puis, c'est un peu notre... Je dis souvent que c'est un de mes privilèges que je m'offre de travailler avec des clients bienveillants. Voilà. Donc il y a vraiment cet engagement. Et puis ensuite, c'est aussi un centre d'appel un peu différent dans le sens où on est à Nantes, on travaille beaucoup en local, il y a une notion de proximité. C'est-à-dire que tous nos clients, on leur demande de venir au centre d'appel, rencontrer les téléopérateurs détenus avant de commencer une campagne. Voilà. Et c'est un peu ce qui leur plaît, c'est pour ça que nos clients reviennent. On est un peu des artisans, on va dire, dans le monde du centre d'appel. Et on fait un peu du travail à la carte, et c'est ce qui plaît à nos clients. D'accord. Alors c'est vrai que la RSE, on le voit, hein, est devenue vraiment un passage incontournable dans la relation client, d'autant qu'on a de plus en plus, on va dire, d'obligations, ou en tous les cas, on essaie de tendre vers plus de RSE hein, pour les prestataires de toute taille. Alors justement, par rapport à ça, comment est-ce que vos clients, vous, à la BPGO, ont perçu ces fonds de solidarité? Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette démarche? Alors, les clients, forcément, ils sont très volontaires puisqu'ils sont partie prenante dans les choix qui sont faits au sein de la banque, puisque le client sociétaire prend les décisions importantes pour la banque. Donc, quand on est client sociétaire, on participe, on peut participer au comité de décision de la fondation, et donc tous ceux qui sont engagés et sensibles à ces causes-là, forcément, le prennent très bien. Mais je pense que, évidemment, c'est le client au cœur. C'est-à-dire que on est une entreprise de service et on est au service de nos clients. Donc, comme en plus, c'est eux qui décident, puisqu'on est une banque mutualiste coopérative, on est au service de nos clients sociétaires. Donc, c'est une évidence. On fait des questionnaires régulièrement auprès de nos clients pour savoir ce qu'ils souhaitent. Et il y a vraiment une attente, effectivement, mais comme toute la société, je dirais, c'est pas seulement, enfin, nos clients ne sont qu'une représentation de la société. Toute la société a envie de plus de solidarité. Je pense que c'est une évidence, sinon on va droit dans le mur. Évidemment, mais alors effectivement, tout le monde n'est pas engagé non plus vers des démarches RSE très poussées. Est-ce que pour vous, à la BPGO, ça a été aussi un critère de différenciation vis-à-vis de vos confrères notamment? Est-ce qu'il y a des clients que vous avez réussi à acquérir parce que vous proposiez ce type de pratique? En fait, ce n'était pas l'objectif d'aller convaincre des nouveaux clients, puisque l'objectif n'était pas là. C'est vraiment d'être en phase avec nos clients et d'être au service de nos clients et d'être en phase avec la société d'aujourd'hui. Donc, sinon, on aurait fait une fondation avec beaucoup moins d'argent, parce qu'1 million d'euros, c'est pas rien.
Donc, je crois que l'objectif premier n'est pas là. En revanche, on est aligné avec nos valeurs, qui sont les nôtres, d'engagement, de solidarité, d'impact. On a une direction générale qui est très engagée. Je crois que c'est la clé aussi. Hein. C'est porté par une direction générale et un comité de direction générale. Si la direction générale n'était pas favorable, on pourrait faire beaucoup moins de choses. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses parce qu'on a un engagement fort de l'ensemble de nos clients sociétaires et de notre direction. Évidemment, le double effet qui se coule, c'est quand on fait des choses alignées et qu'on est en phase avec ses valeurs, bizarrement, ça attire les gens, forcément. Mais ça, c'est une évidence. Oui, donc c'est pratique, même si elles sont, même si elles ont été réfléchies et qu'elles sont véritablement vécues par les gens qui les engagent, vous ont quand même permis, par exemple, d'acquérir une nouvelle clientèle? Je ne peux pas l'affirmer comme ça, puisque c'est un parcours de tous les jours. C'est une démonstration à faire au quotidien. Elle doit s'incarner dans l'ensemble des collaborateurs qui bougent. Il y a du turnover. Donc, si vous voulez, il y a 3000 collaborateurs qui doivent porter ces valeurs. Donc, notre job, il est à la fois diffuser auprès de nos prospects, clients et collaborateurs, qui sont les meilleurs ambassadeurs de nos outils de mécénat. Donc, mon travail au quotidien, c'est plein de petites gouttes d'eau. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, j'ai créé plein de clients. J'ai quelques Non, mais peut-être que certains clients viennent vous voir en vous disant, voilà, nous, on croit à ce que vous faites, et donc on a envie de vous suivre. On a plein de beaux témoignages de gens qui sont très contents d'être avec nous et qui ont envie de rester avec nous parce qu'ils sont en phase avec les engagements de la banque. Ça, oui, je ne peux pas vous dire le contraire. En revanche, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment la circulation de l'argent. On est une entreprise, on est une banque. On a envie que l'argent circule, que le résultat net ne reste pas au sein des actionnaires propriétaires de la banque, c'est-à-dire les clients sociétaires, soit redistribué. Donc, il y a une redistribution qui est faite. Et ça paraît une évidence que chacun doit participer. Et nous, en premier, en tant qu'acteurs économiques de premier plan. Dorothée, est-ce que vous avez aussi le sentiment que vos valeurs et vos démarches ont permis à votre clientèle d'avoir un attachement plus fort à votre marque et peut-être aussi d'acquérir une clientèle qui était à la recherche des valeurs que vous véhiculez justement en proposant des choses à la fois bon pour l'environnement mais aussi bon pour les femmes, bon pour elles? Oui, alors ça c'est assez clair parce que comme on est une marque en ligne, on est présent sur les réseaux sociaux et quand on fait de la pub sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires en dessous, donc on voit les réactions directement et à chaque fois dans nos pubs on dit et puis quand vous achetez chez nous, vous achetez des produits clean et aussi vous êtes solidaire. Et en fait, les réactions, il y en a pour qui c'est un déclic. Alors à chaque fois, les gens viennent vers nous à la base pour les produits. Effectivement, c'est pas notre métier premier, c'est pas d'être solidaire. Mais ils viennent au départ pour des produits clean. Et puis, c'est toujours le petit plus. Alors, je pense qu'il y en a... on a fait des sondages. Il y a à peu près un petit peu moins de la moitié des femmes pour qui la solidarité, c'est pas forcément un truc... voilà, c'est surtout avoir des produits bons pour la santé. Et il y en a une vraie moitié pour lesquelles c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent chez nous. Et aussi parce qu'on donne des preuves régulièrement que c'est pas du greenwashing, on n'est pas en train de dire oui, on est solidaire. Et puis en fait, parce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, on donne une partie de nos bénéfices à des associations. Et en fait, au départ, des entreprises comme nous, c'est-à-dire des startups, on ne fait pas de bénéfices. Donc en fait, on est peinard. Ça veut dire que pendant 5 ans, on ne donne rien. Alors nous, c'est une partie du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que nous, on va atteindre la rentabilité là, dans 6 mois. Et en fait, on a déjà donné 150 000 € à des associations. Donc, c'est un vrai engagement, c'est un vrai impact sur notre BP. Et bon, ça, les clients, on leur dit que vraiment, quand ils creusent en disant « Ah oui, mais forcément, vous dites ça, mais en fait, comme vous ne faites pas de bénéfices, alors on explique, parce qu'il y en a qui sont hyper informés. » Mais en fait, quand on fait des sondages, pour répondre à la question plus simplement, la solidarité, ça vient en 2, 3, 4e position sur le choix de notre marque. Alors Xavier, c'est pareil, vous en parliez tout à l'heure justement des clients qui viennent vers vous. Vous êtes plus cher et pourtant ils viennent quand même vers vous. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent ces clients ? Alors je pense qu'il y a, la société bouge et je pense qu'il y a vraiment une volonté d'une manière générale de la société quand même de participer à cette démarche RSE, qu'on appelle RSE, mais voilà, avoir une démarche sociale, sociétale et rendre service par son action à la société d'une manière générale.
Ensuite, c'est pour ça aussi que je veux que mes clients viennent au centre pénitentiaire et voient mes opérateurs, parce que c'est une expérience forte, en fait, émotionnellement. Rentrer dans une prison, passer les grandes portes, les grilles, etc. Moi, je le fais au quotidien depuis 20 ans, donc, mais c'est encore quelque chose, même au bout de 20 ans. Et donc, c'est une expérience émotionnellement forte. Et donc, une fois qu'ils sont dans ce centre d'appel, qu'ils discutent avec nos téléopérateurs, en fait, il y a vraiment un lien fort, du coup, qui se crée. Ils oublient complètement, en fait, moi, ce sont leurs mots, hein. Ensuite, ils me disent, j'ai oublié que j'étais en prison, en fait, ce sont des gens normaux, vos téléopérateurs. Ben oui, ce sont des gens tout court, j'ai envie de dire, voilà. Ils ont l'air hyper impliqués, etc. Donc, il y a vraiment un lien qui se fait, et ce qui fait que derrière, sur chaque campagne, les clients nous renvoient des petits messages, alors que ce soit par mail ou par téléphone, toujours en précisant, vous remercierez bien votre équipe, voire même vous remercierez bien Mathias pour son travail, etc. Généralement, c'est plutôt le manager ou le responsable qui a les compliments du client. Voilà. Et là, c'est assez marrant de voir qu'il y a vraiment un lien qui se fait entre nos clients et nos téléopérateurs. Ils sont un peu de la même équipe et vraiment, ce lien, il est réciproque. Et est-ce que vos clients vous rapportent aussi, parce que eux, finalement, en faisant appel à vous, c'est aussi envers leurs propres clients qu'ils s'engagent dans une démarche, on va dire, responsable. Donc, est-ce que vous aussi, est-ce que eux, plutôt, viennent vous rapporter la façon dont leurs clients ont appris la nouvelle ou comment dire, se sont sentis intéressés par le fait que leurs propres clients faisaient appel à votre centre d'appel? C'est très important, et puis je trouve que c'est vraiment tout l'intérêt, en fait, de ce travail, c'est que nos clients nous confient leurs clients. Donc c'est quand même pas rien dans le monde professionnel. Faire confiance à quelqu'un pour appeler ses propres clients, il faut vraiment qu'il y ait un gage de confiance, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Et donc effectivement, souvent, il y a un peu une contre-enquête ou une contre-expertise de nos clients pour voir si tout s'est bien passé, au-delà des enregistrements classiques qu'il peut y avoir, etc. Et j'ai eu le témoignage il n'y a pas longtemps d'une entreprise de nettoyage pour qui on a fait une enquête de satisfaction, voilà, et qui nous a dit nos clients étaient ravis de l'échange qu'ils ont eu avec les téléopérateurs, sans savoir que c'était des téléopérateurs en prison, hein, ce n'est pas forcément une chose sur laquelle on communique. Voilà. Et donc vraiment, il y a ce gage de confiance, il est vraiment important, parce qu'effectivement, confier ses clients, c'est pas rien. Voilà. Et donc, vous avez le sentiment justement que vos clients sont fiers de participer justement aux démarches que vous engagez? Alors, je pense qu'ils sont, effectivement, nos clients sont forcément sincères, et je pense que pour eux, de manière individuelle, ils sont fiers de leur démarche. De là, communiquer sur notre partenariat à l'extérieur, il y a quand même un pas qui est difficile à franchir. Et le travail carcéral n'a pas une bonne image, c'est à juste titre, j'ai envie de dire. Voilà. La prison et le travail carcéral, au départ, il fait partie intégrante de la peine, c'est-à-dire qu'historiquement, c'était le bagne. Voilà. Le travail, il était plutôt là pour punir le détenu. Ensuite, en 1958, il est devenu obligatoire pour tous les détenus, c'est-à-dire les détenus devaient travailler sans avoir le choix, rémunéré par rémunéré. Et c'est qu'en 1987 que le travail n'est plus devenu obligatoire, voilà, qu'il est passé sur la base du volontariat. Donc on part d'assez loin. Et encore, pour évoluer, pour finir la petite histoire, ce n'est qu'en 2009, on est encore plus près de nous, que la loi a prévu que le service public pénitentiaire ait comme mission d'insérer, réinsérer et lutter contre la récidive. Donc 2009, c'est fréquent, c'est-à-dire que réinsérer et lutter contre la récidive, ce n'était pas un sujet avant 2009. Voilà. Et plus près d'aujourd'hui, ce n'est que cette année, donc il y a une grosse réforme du travail pénitentiaire qui a lieu depuis 3 ans, ce n'est que depuis cette année qu'il y a un véritable contrat, qu'on pourrait appeler un contrat de travail, mais le droit du travail, le code du travail ne s'applique pas en prison, donc, mais c'est un vrai contrat entre le détenu et l'employeur qui définit la durée de travail, le salaire, le fait qu'ils soient en CDI avec une période d'essai. On ne peut pas rompre un travail juste parce qu'on n'a plus de travail à confier à l'opérateur. Voilà. Tout ça est très cadré avec des cotisations chômage qui n'existaient pas avant, par exemple. Et donc je pense que c'est important de rapprocher ce travail du dedans au dehors pour que vraiment les entreprises puissent afficher, voilà, ce partenariat. Certains le font, hein. Il y a comme grand groupe, il y a la Fondation M6 qui est très impliquée dans le monde carcéral. Plus près de chez nous, j'ai un client que je peux citer parce qu'il nous cite régulièrement, c'est Idéo Expert, qui accompagne les entreprises dans leur développement, qui affiche le fait qu'il travaille avec nous et qui fait venir tous ses clients chez nous. Voilà. Donc ça peut se faire, mais pour le faire, il faut déjà que nous, on fasse bien notre job, voilà, et qu'on propose des conditions de travail normales aux détenus.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est important. On parle beaucoup des clients qui vont être fiers justement de participer à cette valorisation, de participer à ces valeurs, à véhiculer ces valeurs qui sont nobles. Mais il y a aussi des gens qui sont importants. C'est les salariés eux-mêmes, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui doivent aussi adhérer à ces pratiques. Alors justement, au sein de la BPGEO, les salariés peuvent aussi s'engager auprès d'associations. Quels sont les choix qui s'offrent à eux, Anne-Sophie? Alors oui, c'est une des clés de notre dispositif de mécénat, puisque comme j'en ai parlé, mais je vais le repréciser bien clairement, on a ce premier outil historique qui est la Fondation d'entreprise Grand Ouest, qui existe depuis plus de 10 ans, qui accompagne les associations qui déposent un dossier. D'ailleurs, c'est sur fondation-bpgo.fr. Pour toutes les associations du Grand Ouest, elles peuvent déposer un dossier et c'est décidé en local. Ça, c'est le premier dispositif historique. Le deuxième dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Solidarité Grand Ouest. Donc, c'est l'outil de collecte de la Fondation qui permet aux entreprises de choisir des associations au bénéfice d'associations avec ce système de dons x3 pour ceux qui participent en ligne sur solidaritégrandouest.fr. Et puis le troisième qu'on a mis en place tout récemment, c'est le mécénat de compétences. Donc là, il y a une dizaine, on est encore dans un pilote avec une dizaine d'associations qui ont été identifiées avec des missions. Et là, chaque collaborateur a la possibilité de faire 3 jours par an payés par l'employeur, enfin sur son temps de travail, sur des missions d'intérêt général. Donc parmi ces 10 associations qui déposent des missions sur un site qui s'appelle Sopop. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça, justement, le fait qu'ils s'engagent eux-mêmes au travers d'associations, ça renforce ce sentiment de fierté et d'appartenance, et donc ça favorise eux-mêmes leur travail dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs clients? Alors, on espère. Disons que déjà, moi, à titre personnel, je suis très fière d'être dans une entreprise engagée qui propose ce genre de dispositif. J'espère qu'on est 3000 à être fiers de ce genre de dispositif, puisqu'on n'a pas de mal à faire du bien, au contraire. Je veux dire, toutes les actions qu'on peut mener, si petites soient-elles, c'est essentiel pour justement le bien commun. On est sur la même planète et on a besoin d'agir chacun à notre niveau dès qu'on peut. Et j'ai parlé des 3 dispositifs, mais finalement, il y en a plein d'autres, puisqu'on organise aussi une appli où on fait du sport pour ceux qui veulent. Il y a 1000 collaborateurs qui sont inscrits pour justement, avec des challenges solidaires en fonction du nombre de pas qu'on fait. On a la fondation qui abonde. On a aussi le podcast solidaire. On est un peu fou, on a plein d'idées. Et comme on a une direction générale engagée, ils nous suivent sur plein de beaux projets comme ça. Vous avez de la chance, Le podcast solidaire, c'est le seul podcast qui rapporte quand on l'écoute. Donc je vous invite à aller écouter. Il y a un podcast en ce moment qui est sur le maritime. Et vous écoutez, ça fait des euros supplémentaires pour les associations des paniers de la mer, par exemple, en ce moment. Voilà, on a ça en stock. Et c'est vrai que c'est tout simple. C'est sur Deezer, c'est sur Spotify. C'est animé par un journaliste de Nantes qui s'appelle Patrick Longchamp. Et voilà, c'est tout simple. C'est finalement, on peut donner par plein de moyens différents. On peut donner de son sang, on peut donner de son temps, on peut donner de l'argent. On peut donner en faisant du sport. Donc tout à l'heure, on a été invité à aller faire du sport pour Aladapa. Voilà, il y a plein de façons, à chacun à notre niveau, de participer. Je pense que ce qui est important, c'est de participer. Et effectivement, pour revenir vraiment à votre question de départ, je crois que un des enjeux de toutes les entreprises, on le voit aujourd'hui, il y a le grand départ, en anglais, big leave aux États-Unis, etc. Je crois qu'on est tous en quête de sens, plus ou moins, mais les jeunes générations le sont encore plus sans doute. Enfin, moi, je me sens vraiment jeune dans ces cas-là, parce que je suis en quête de sens tous les jours. Mais je pense qu'on a tous envie de participer d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, pour attirer les jeunes générations, ça devient indispensable et c'est génial. Oui, c'est des actions qui les engagent aussi à intégrer la BPGEO. Alors c'est pareil, Xavier, justement, au sein de la prison, on parle beaucoup des clients qui font appel aux prisonniers et donc qui font appel à ce centre téléphonique, centre d'appel. Mais alors les prisonniers, comment est-ce qu'ils prennent les choses? Est-ce qu'ils se sentent justement eux aussi investis d'une mission? Alors oui, déjà le travail pour un détenu, c'est quand même l'occasion de sortir de sa cellule. C'est important parce qu'il y a quand même bon nombre de détenus qui vont rester enfermés dans 9 mètres carrés sans forcément sortir. Donc c'est déjà un exutoire. Voilà. Et puis, c'est un moyen aussi pour eux de recréer un lien social qui est important, d'être valorisés par leur manager, etc. Et puis, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent.
C'est quand même une des raisons pour lesquelles on travaille aussi. Hein. On fait tous des jobs merveilleux, mais on a besoin de gagner de l'argent. Et en prison, il y a besoin de gagner de l'argent, en fait. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques années qui montrait qu'il y avait besoin d'environ 200 € par mois pour vivre convenablement en prison. Parce que la prison, c'est pas, contrairement à l'expression populaire, on n'est pas nourri-logé. On est nourri, mais on doit se payer certaines choses qu'on appelle cantiner en prison. Voilà, c'est faire des petits achats. Il faut savoir que nombre de détenus n'ont plus de liens familiaux, extérieurs, etc. Et donc, s'ils veulent s'acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussettes ou un gel douche autre que le savon de la pénitentiaire ou faire une lessive, c'est payant en prison, c'est pas gratuit. Voilà. Donc, il y a besoin, et puis surtout alimenter, acheter beaucoup de nourriture. Voilà, ils essayent vraiment, quand on passe plusieurs années en prison, on a envie de se faire manger. Donc, pour tout ça, il y a besoin de gagner de l'argent, c'est important. Et puis cet argent, sur cet argent qu'on va leur verser, il va y avoir 2 prélèvements essentiels. C'est un premier prélèvement qui va être mis de côté pour leur sortie. Voilà, parce que c'est important que quand un détenu sort de prison, il ait un peu d'argent de côté. Sinon, la récidive va arriver très très vite. Donc il y a systématiquement 10% de leur salaire qui est mis de côté. Et ensuite, une autre part qui est reversée à la partie civile. C'est souvent... On oublie souvent la partie civile, donc la personne qui a porté plainte et pour laquelle le détenu doit réparer aussi sa peine. Quand on a une peine de prison de quelques années ou 10 ans, etc., il y a souvent plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire même plus de peines financières à régler. Et donc c'est important que le détenu s'acquitte aussi de cette peine. Et donc nous, on participe aussi à ce que le détenu s'acquitte de cette peine financière. C'est important. Voilà. Et justement, alors, vous le disiez à l'instant, mais vous avez aussi cette vocation qui puisse se réinsérer ensuite et donc éviter la récidive. Hein. Est-ce que vous avez des chiffres justement à nous communiquer là-dessus? Est-ce que ça fonctionne? Alors, hyper intéressant comme question. Alors, l'agence, avec la réforme du travail pénitentiaire, vient de lancer une grande étude d'impact qui a été commencée il y a 2 ans, mais qui doit se faire sur plusieurs années. Donc, ces chiffres-là, on ne les a pas. Et on a très peu d'études très concrètes sur le sujet parce qu'il y a un droit d'oubli en fait en prison qui fait que quand un détenu sort, ce qu'on appelle en sortie sèche, c'est-à-dire vraiment à la fin de sa peine, eh ben, on ne peut pas l'obliger à le suivre. Voilà. Après, il existe quand même des études qu'on appelle économétriques, c'est-à-dire basées plus sur des statistiques, etc. Il y en a 3 grandes qui font un peu référence, une américaine, une allemande et une française, qui tentent à prouver qu'un détenu qui a un travail à la sortie de prison aurait un taux de récidive diminué de 20 à 40%. Donc c'est des chiffres importants quand même. Moi, je connais un cas assez concret d'une prison expérimentale en Italie, c'est la prison de Milano Boletta, donc à côté de Milan, voilà, ouais. Qui est une prison où tout est dédié à la réinsertion. Donc tous les détenus ont une activité de formation, de travail, etc. Le taux de récidive de ces détenus a été baissé de 30%. Donc c'est quand même quelque chose de très prégnant. Il faut savoir que le taux de récidive, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est le chiffre qui est bien connu, c'est celui-ci, et qui va plomber un peu l'ambiance. Le taux de récidive en France est de 65% dans les 5 ans. Le taux de récidive dans les 5 ans. Ça veut dire que 2 détenus qui sortent de prison sur 3 vont récidiver. Donc c'est énorme. Si on extrapole un peu à l'agglomération nantaise, à Nantes, il y a 35 000 délits commis. Alors, à Nantes, en agglomération nantaise, 35 000 délits commis par an. C'est-à-dire que sur ces 35 000 délits, il y en a 15 000 qui sont liés à des actes de récidive. Donc c'est vraiment un sujet. Si on arrive à faire baisser ce taux de récidive de 20%, on va empêcher tous ensemble 3 000 délits par an, c'est-à-dire un vol, une agression, voire pire. Voilà. Donc c'est vraiment tout l'enjeu. Vous avez un vrai rôle sociétal à jouer là. Alors, j'ai envie de dire, moi oui, mais sans nos clients et sans les partenaires, on n'est rien. Donc c'est vraiment le message que j'ai vis-à-vis des partenaires actuels et futurs, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire travailler 2, 3, 4 téléopérateurs chez nous, tous les ans, il va sauver quelque part quelqu'un, en tout cas, il va empêcher un délit. Donc c'est pas rien. Je veux dire, nous, dans notre vie privée, si on arrivait à empêcher un vol de voiture, une agression, on serait des héros. Donc là, je propose de le faire tous les ans. Voilà. Ah, le message est bien entendu là. Dorothée, vous comptez combien de salariés là chez Joe à l'heure actuelle? Alors, il y a 15 personnes en CDI et on a des alternants. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'ils sont là parce qu'ils adhèrent aux valeurs véhiculées par Joe? Ah oui. Et ça nous permet vraiment de recruter des gros profils qu'on n'aurait pas pu s'offrir en fait en tant que toute petite boîte. Mais on a vraiment des gros profils qui venaient. Alors, les premiers, ils venaient de grands groupes. Ils avaient un peu plus d'une trentaine d'années, donc un petit peu de bouteille. Et ils venaient clairement pour les valeurs de la boîte. Et alors, justement, c'est pas que la solidarité, c'est vraiment un tout.
c'est une philosophie, c'est le côté transparent, à la fois dans les relations entre salariés, les relations avec les boss. C'est une boîte où on co-construit beaucoup. Et donc, il y avait bien sûr les valeurs solidaires, mais il y avait aussi le côté, voilà, je ne vais pas avoir de coup de poignard dans le dos. Quand il y a un problème, on se le dit, on communique, on essaye d'arranger les choses. C'est un tout. C'est une vraie philosophie d'entreprise qui attire des gros profils. Et il y a des gens, notre développeur, au départ, il a divisé son salaire par 2 pour venir chez nous, en nous disant, moi, en fait, il me faut un truc qui ait du sens. Donc je viens chez vous, quoi. Et il lâchait un énorme truc. Et il est toujours là ? Ouais. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Et justement, les jeunes générations, alors on dit tout le temps, les jeunes générations ont envie d'adhérer à des sociétés, des boîtes qui leur proposent, qui véhiculent des valeurs plus nobles et en tous les cas en faveur de l'environnement. Est-ce que ça aussi vous le ressentez ? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent chez vous parce que c'est oui, c'est toujours ce qu'ils mettent dans leur lettre de motivation, c'est toujours ce qu'ils mettent en avant. Et en fait, ils ne veulent plus travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens, qui n'a pas un impact concret, qui ne fait pas progresser les choses. C'est terminé pour eux. Ça, ils s'en foutent. Et ils préfèrent, et ils sont prêts à se donner à 200%. Une fois qu'ils sont rentrés dans la boîte, ils y croient à fond. S'ils sont bien engagés dans les valeurs, si on sait les engager, les embarquer, ils sont à fond. Donc c'est vraiment un levier hyper puissant d'engagement et de recrutement des collaborateurs. Et en plus, ils deviennent ambassadeurs de la marque, j'imagine. Et bien sûr. Et en plus, dans une ville comme Nantes, qui est grande, mais quand même petite, c'est vrai qu'ils parlent de... C'est aussi une question de marque employeur. Ils parlent de ce qui se passe dans la boîte. Ils disent, moi, je suis hyper bien chez Jo et tout. Et donc, quand on cherche des alternants ou des stagiaires, c'est, je connais quelqu'un qui dit que chez vous, c'est chouette. Et voilà, ça permet de recruter. Ça participe à valoriser la société. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, justement, et c'est vrai que c'est une question aussi qui est importante. On parle beaucoup aujourd'hui de greenwashing. Voilà, donc le fait de dire je fais des choses RSE au sein de ma société. Pour autant, pour le vérifier, ça devient compliqué. C'est pas toujours vrai non plus. Alors, est-ce que vos clients vous demandent des preuves ? On en a parlé un peu, Dorothée, justement, et puis vous le disiez, vous leur expliquez bien, vous leur envoyez des photos, des vidéos, une newsletter pour les informer de comment est redistribué leur argent. Mais est-ce qu'ils vous le demandent ? Alors, sur les ONG, sur les assos, pas forcément, parce que nous, on envoie des nouvelles du contenu qui vient des associations, avec des photos à l'appui. Mais c'est plutôt sur la qualité des produits. On dit, voilà, nous, on fait des produits en coton bio. Donc qui sont labellisés par des labels qui garantissent que du champ de coton jusqu'à l'usine, il n'y a pas d'impact néfaste ni sur les populations ni sur l'environnement. Mais on nous challenge beaucoup, et c'est bien, mais de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des clientes qui nous disent votre coton vient d'où exactement ? Combien de litres d'eau il faut pour fabriquer une boîte de tampons ? Vraiment, ça va très très loin. Les gens se renseignent à fond sur l'impact. Et vous êtes en mesure justement de leur répondre et de leur donner ces informations ? Pas à toutes les questions. Et justement, ça fait partie de la démarche RSE, je trouve, de responsabilité. C'est parfois de dire, en fait, là, pour l'instant, cette question-là, on ne peut pas y répondre. Ou bien de dire, en effet, tel produit, par exemple, oui, sur tel produit, il y a un peu de plastique. Pour l'instant, on n'est pas au top, mais je vous promets qu'on va essayer de faire mieux. C'est vraiment avouer, ça fait partie aussi de la responsabilité, c'est d'être totalement transparent avec les clients. Et c'est ce qui fait aussi que derrière, ils disent « Ah bah eux, ils ne se foutent pas de notre gueule. Donc va voir Jo, franchement, ils me répondent, ils font des réponses. Et quand ils disent et quand ils ne savent pas, ils le disent aussi. » Et c'est pareil, ils nous disent « Mais vos labels, c'est quand même leur métier de labelliser pour se faire de l'argent. » Pas faux. Et donc, on leur dit « Oui, vous avez raison. » Et en fait... Et on aimerait aller vérifier sur le terrain. C'est-à-dire dans les champs de coton, par exemple, une grosse boîte comme Chanel, ils ont des audits indépendants tout au long de la chaîne. Et nous, on aimerait bien faire pareil. Pouvoir le faire, mais ça coûte une blinde. Donc vraiment, on le dit à nos clients, on est une toute petite boîte, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux pour l'instant. C'est pas parfait. On aimerait vérifier et on va le faire à l'avenir parce que c'est vraiment dans nos plans. Mais montrer qu'on est en train de s'améliorer, qu'on fait tout pour s'améliorer, mais qu'effectivement, on n'est pas parfait, ça, c'est aussi hyper puissant pour les clients de le savoir. Oui, au moins de leur répondre de façon honnête qu'il y a des choses que vous êtes en train de faire, mais d'autres, vous n'avez pas encore la main dessus. Aussi, Est-ce que vous avez l'impression, Xavier, que la place de la RSE va être de plus en plus prépondérante, même dans les années à venir ? Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients, en tous les cas, que ça devient vraiment important ?
Oui, alors moi, ça fait donc le centre d'appel existe depuis 10 ans. Ça fait 20 ans que j'encadre du travail au quotidien en prison. Et oui, il y a une vraie évolution de la philosophie et de l'engagement des entreprises. Nous, on a une difficulté que j'explique un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire, hein, on est très mauvais sur le résultat de ce qu'on fait finalement. Donc c'est surtout à nous de travailler avant d'attendre que nos clients nous demandent des comptes. C'est à nous de travailler sur le suivi et de montrer que, par exemple, sur, je sais pas, 8-10 téléopérateurs Oui, qui que ça a un travailleraient vrai chez nous, impact en et fait. derrière, on travaillait dans des vrais centres d'appel. Alors, on a besoin des entreprises, mais à nous de faire le job, j'ai envie de dire, voilà. Il y a un vrai changement de philosophie, il y a vraiment un engagement plus fort. Aujourd'hui, la marche sur le travail pénitentiaire est plutôt de passer à l'affichage en faisant les choses bien. Euh, Anne-Sophie, justement, vous, au sein de la BPGO, est-ce que vous avez le sentiment que ça va prendre de plus en plus d'ampleur? Est-ce que, vous le disiez, hein, vos directeurs vous suivent, vous appuient? Est-ce que vous avez le sentiment que ça aussi, ça va continuer d'évoluer pour se démarquer ou pas de la concurrence, mais en tous les cas, qu'on est sur une évolution positive de la RSE? Ah oui, complètement. Je vais rebondir sur ce que Dorothée disait tout à l'heure, et je crois que c'est essentiel. Toutes ces démarches-là, ça ne vient pas au détriment ou à la place de la qualité du service et du produit. Donc la base, c'est vraiment la qualité de service et le produit. Et effectivement, à produit égal par ailleurs, ça peut faire la différence, hein, on est d'accord. Mais l'essentiel, c'est déjà que notre service soit au top. Parce que sinon, là, on parle bien aujourd'hui de service client, c'est bien l'essentiel de nos actions, la formation des collaborateurs pour qu'ils soient toujours au niveau, pour qu'ils puissent servir les clients correctement. Dorothée parlait des produits, c'est essentiel si le produit est conforme aux attentes du client. Nous, c'est pareil pour la banque. Et effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. On est conforme avec nos valeurs mutualistes, on fait ces actions de solidarité, mais ça ne vient pas à la place d'eux. Voilà, c'est vraiment très important de le souligner. Et puis, la tendance, pas seulement à la BPGO, mais l'ensemble des entreprises, on voit bien qu'il y a une mobilisation générale. Et moi, je m'en réjouis parce que vous parliez du greenwashing. Mais à la limite, si on encourage l'ensemble des entreprises à faire des actions, quelle que soit leur motivation, l'essentiel, c'est qu'elles y aillent, qu'elles le fassent. Oui, alors après, le souci du greenwashing, c'est de faire croire qu'on fait, oui, alors même l'essentiel, qu'on ne c'est d'agir. respecte Oui, tout à pas fait. grand-chose. Donc là, Tout ça à fait. devient un vrai souci. Il faut un engagement, je pense, véritable C'est pour ça que je pour parle faire d'action. adhérer nos clients et nos collaborateurs. C'est pour ça que je parle d'action. Et pour répondre à votre question aussi de tout à l'heure, je crois que la meilleure preuve de l'action, c'est que par exemple, quand on voit sur Solidarité Grand Ouest qu'il y a une collecte qui a mobilisé une entreprise, une association avec notre fondation, et qu'on est à 10 000, 15 000 euros de collectés auprès de 50, 60 donateurs, voilà, on a réussi à embarquer, on a réussi à les engager. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'engager l'ensemble de nos parties prenantes. Je pense que l'ensemble de la SAS se retrouvera là-dedans. C'est de pouvoir agir le plus possible. Donc là, on n'est pas dans je dis que je fais, c'est que je fais et je dis que je fais. Mais d'abord, je fais. Et il faut être fier de ça. Parce que, évidemment, si on n'ose pas le dire, parce qu'on va être taxé de greenwashing, personne ne pourra le savoir et ça ne donnera pas des idées aux petits copains. L'idée, c'est que tout le monde puisse faire la même chose, d'une certaine manière. La vraie réussite, c'est quand tout le monde aura fait un Solidarité Grand Ouest dans sa banque ou dans son entreprise. Parce que, justement, le monde sera meilleur, puisqu'on aura œuvré collectivement. Donc, je crois que c'est au maximum. On voit bien dans le contexte politique actuel, avec les tensions politiques qui peuvent exister de part et d'autre dans le monde, il est essentiel d'être autour de la table, de discuter, d'avancer ensemble et de collaborer, d'être dans la coopération. Je crois que c'est quand même assez important de le dire ici, dans cette table ronde. C'est vrai que nous, on a parfois des remarques. Alors, on nous dit, ouais, greenwashing. On dit, bah non, regardez, on a des preuves. Et puis après, on nous dit, ah ouais, mais c'est que du marketing. Et dans ces cas-là, on dit, et quand bien même, ça serait qu'un argument marketing, au moins, on fait des choses. Parce que c'est vrai qu'on nous dit, ouais, vous faites ça pour faire croire que, etc. Non, mais de toute façon, on a des actions concrètes. Vous pouvez nous taxer de marketeux. Au moins, on donne, quoi. En fait, c'est assez étonnant parce qu'à vous écouter, on a souvent le sentiment que les gens n'y croient pas. Oui, les gens sont quand même dubitatifs. À chaque fois, ils se disent est-ce que c'est vraiment vrai? Je crois que c'est très français, ça, ce côté on va chercher le truc, on veut la preuve, etc. Mais c'est super. En même temps, ça nous pousse, nous, à être bons, à préparer nos réponses.
et à faire en sorte qu'elle soit audible et qu'elle soit honnête. Surtout quand vous êtes, comme Joe, quand vous vous êtes fondé, quand vous vous êtes créé sur ces valeurs. Vous Oui, quand pouvez on pas vous s'appelle juste et permettre, honnête, ouais, il y a un voilà. moment, on peut pas faire d'écart. Ça devient compliqué autrement. Alors, vous avez vous avez répondu déjà à beaucoup de questions. Hein, on en a appris beaucoup grâce à vous. Mais j'imagine que la salle a peut-être d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, je ne me vexerai pas. Je vais vous donner la parole. Et si jamais vous avez envie de vous adresser à Xavier, Dorothée, Anne-Sophie, eh ben, écoutez, c'est à vous. Je ne sais pas où sont les micros. Il y avait des micros mains normalement. Ah, voilà. Vous avez un jeune homme qui peut vous passer le micro. Donc n'hésitez pas justement voilà, à interroger aussi nos invités sur peut-être des thématiques aussi qui vous concernent, plus personnelles. Ouais, Alors juste, je relais la question parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait entendu. Si je ne me trompe pas, comment les prisonniers choisissent leur métier, c'est ça? Oui. Alors, justement, le processus un peu de recrutement, hein, finalement, d'un détenu à l'intérieur de la prison vient de changer avec la réforme du travail. Auparavant, en fait, le détenu n'avait pas le choix de savoir dans quelle activité il allait travailler. Alors, chaque prison est différente. Donc, quand je parle de celle de Nantes, ce n'est pas forcément extrapolé sur tous les sites. Mais à Nantes, il y a 6 activités de travail différentes, gérées par des prestataires extérieurs. Et donc, c'est l'établissement qui, ce qu'on appelle en commission de classement, disait tel détenu va travailler là, tel détenu va travailler là. Vous imaginez bien que pour des activités à valeur ajoutée comme le numérique, le dessin assisté par ordinateur ou le centre d'appel, c'était un peu compliqué de faire comme ça. Donc tout ça a été réformé. Et donc dorénavant, en fait, ce que fait l'établissement, c'est que quand un nouveau détenu arrive, il va pouvoir dire si ce détenu peut travailler ou pas, pour des raisons purement sécuritaires. Est-ce qu'il a le droit de travailler ou est-ce que le fait d'être dans un endroit où il y a des quais de chargement, etc., pose problème, ou être au téléphone, est-ce que ça peut poser problème? C'est tout. Et ensuite, ces détenus sont inscrits sur une liste de demandeurs de travail. Voilà. Donc on a une sorte de pôle emploi à l'intérieur de la prison avec un nombre de personnes limité. Et on nous envoie cette liste tous les mois. Et donc moi, tous les mois, je regarde cette liste. Il y a quelques orientations possibles. On nous met 2 plus si jamais on pense que c'est vraiment nous, un seul plus, voilà. Et donc, moi, toutes les semaines, je reçois entre 3 et 4 candidats potentiels en entretien, voilà, rapide, un entretien un peu flash. Ça me permet de voir un peu comment ils s'expriment. Avant, c'est à base de volontariat, hein, bien sûr, on leur envoie un petit courrier, on les convoque, ils voient ce qu'on fait. On a un entretien comme tout le monde. On essaye de découvrir ce qu'on fait l'un et l'autre, comme dans un entretien professionnel. Et puis de là, si ça match, si la personne, on part souvent d'assez loin, hein, on va dire que s'il sait écrire correctement, parce qu'on ne peut pas apprendre non plus tout à un détenu, donc surtout en centre d'appel, si la voix passe bien, s'il écrit correctement, eh ben on fera le travail sur le vocabulaire, par exemple. Voilà, c'est souvent là qu'elle travaille pour éviter les wesh en fin de phrase, ce genre de choses. Et puis dès lors, eh ben il rentre en formation au centre d'appel, une formation d'1 semaine, et ensuite il signe son contrat d'emploi pénitentiaire. Il a une période d'essai d'1 mois, et puis il reste avec nous. Donc c'est maintenant un processus finalement assez classique, mais limité au cadre de la prison. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors exactement. Alors sur la prison de Nantes, il y a à proprement parler toute une partie de formation qui est gérée par un organisme de formation professionnelle, qui n'est pas véritablement en lien avec le travail. C'est de la plâtrerie, de la soudure, ce genre de choses. Ensuite, notre organisme est reconnu organisme de formation, c'est-à-dire qu'ils sont formés en interne sur le plateau, voilà. Par la professionnelle Vera Jolibois, pour la citer, qui vient du monde de l'univers professionnel de la relation client. Et donc c'est elle qui va vraiment les former sur le plateau pendant plus ou moins 1 semaine. Voilà. Bien sûr, ouais. Et sur le produit qu'ils vont avoir à défendre, on va dire, la particularité du centre d'appel de Nantes, c'est qu'on fait plein de petites campagnes à la suite. Donc en fait, la formation, c'est une formation initiale pour avoir un langage professionnel, voilà, etc. Et puis ensuite, à chaque début de campagne, il y a une sorte de mini-formation de toute façon d'1 demi-journée, voilà, sur la campagne, où on va s'attacher à former 1, 2, 3, 4, ou comme la campagne qui vient de se passer, 6 téléopérateurs sur la campagne.
Une autre question pour la dame. Oui, bonjour. Moi, je me pose des questions sur la place de la RSE sur le marché B2B. Je trouve qu'en B2C, c'est-à-dire que quand on a affaire à des clients particuliers, on a certes cette sensibilité des clients. Je pense à Jo, par exemple, qui concerne les femmes. Mais aujourd'hui, en marché B2B, on a affaire à des entreprises ou des collectivités qui ont des préoccupations très pratico-pratiques. Je veux dire, faut faire vivre la boîte. Il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes d'énergie. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que la RSE a aussi sa place vis-à-vis du marché B2B? Anne-Sophie, ouais, peut-être. Alors, ce que je peux donner comme exemple, c'est revenir sur Solidarité Grand Ouest. Finalement, on avait une fondation d'entreprise, comme beaucoup d'entreprises, qui donnait de l'argent à des associations. Donc jusque-là, la cible, c'était les associations et éventuellement les particuliers qui étaient bénévoles dans ces associations, qui entendaient parler de la fondation et qui se faisaient aider par la fondation. Et justement, Solidarité Grand Ouest, c'était vraiment l'idée d'embarquer ces fameuses entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C, qu'elles puissent s'engager, parce que justement, un chef d'entreprise, il n'a pas le temps, il ne sait pas vers qui se tourner pour aider, il a envie d'avoir de l'impact, il veut être sûr de son impact, et il a besoin quelque part d'être un peu accompagné, surtout quand c'est une petite boîte. Et justement, Solidarité Grand Ouest est venue de cette idée-là. Moi, j'ai assisté à une conférence d'Alexandre Mars, qui est un serial entrepreneur qui a créé une fondation qui s'appelle Epic Foundation. Voilà, il a créé cette fondation avec cette idée. Il a fait le tour du monde et des plus grands de ce monde. Et le constat qu'il a écrit dans un bouquin, La Révolution du partage, et décrit tout ça. Et c'est vrai que ça m'a inspiré parce que je me suis dit, finalement, on est la banque des PME. Nous, en tant que banque, qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites entreprises et les moyennes entreprises pour qu'elles puissent s'engager facilement? Et Solidarité Grand Ouest, au départ, c'est vraiment ça. C'est cet outil clé en main qui peut permettre à une entreprise de tester déjà avant de faire une fondation. Alors évidemment, il y en a qui sont déjà très engagés, qui s'engagent sur Solidarité Grand Ouest, mais certains un peu moins engagés qui peuvent tester ce dispositif, choisir une association qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, pour mettre en place une collecte, embarquer leurs parties prenantes. Donc là, on touche un peu du doigt, je ne sais pas si ça répond précisément à votre question, mais c'est un axe, une possibilité qu'on a mis en place justement pour répondre à cette question, qui peut être répondue de plein de façons différentes. Je sais que, par exemple, avec Produits en Bretagne, la Banque Populaire Grand Ouest organise justement pour les PME des aides pour justement toutes les PME qui veulent s'engager sur la RSE et mettre en place des indicateurs, etc. Donc il y a, là, par exemple, on vient de lancer le prêt impact. C'est tout nouveau. Toutes les PME qui se mettront sur ce prêt impact, en fonction des critères RSE qui seront définis au début du prêt, s'ils arrivent à atteindre l'objectif qui est fixé au début du prêt, ils auront une rétrocession. Et il y a une partie de cette rétrocession qui pourront verser à une association. Donc, vous voyez, on est dans une logique où on essaye d'inventer au maximum, par rapport à notre métier de banquier, des solutions pour des PME qui veulent s'engager. Donc ça peut être des prêts à impact, donc là c'est vraiment au cœur de notre métier de banquier. Ça peut être Solidarité Grand Ouest pour s'engager pour des associations. Il y a plein d'autres exemples, des démarches RSE facilitées, que ce soit avec la CCI ou avec Produits en Bretagne. J'en oublie sûrement, mais il y a beaucoup de solutions qu'on essaye d'imaginer justement pour venir en aide à cette cible-là de chef d'entreprise. Pour faciliter justement les relations B2B. On va prendre une dernière question. Oui, le monsieur qui est juste ici. Bonjour, merci, j'ai déjà le micro. Oui. Merci pour vos témoignages. J'avais une remarque pour vous dire en fait que je travaille dans une entreprise qui répond régulièrement à des appels d'offres et le sujet de la RSE est un volet de plus en plus important effectivement dans la réponse aux appels d'offres. Et puis j'avais une question en fait pour Dorothée et Anne-Sophie. En fait, la sincérité de la démarche RSE peut être effectivement toujours soupçonnée d'une marque de greenwashing. Est-ce que la labellisation est un moyen de limiter en fait ces préjugés ou ces soupçons de greenwashing? Oui. Oui, vraiment.
Le label, pour nous, c'est un énorme argument. Et alors, en ce qui concerne nos produits en particulier, les gens commencent à connaître les labels bio en plus et regardent. Et une fois qu'elles disent, et ça nous permet de répondre hyper facilement, voilà, nous on a tel label, et de les orienter éventuellement si elles veulent aller plus loin vers le site des labels pour se documenter. C'est un plus énorme. Et en fait, si on n'avait pas de label, honnêtement, on serait mort, je pense. Alors, nous, on est également labellisé Lucie. On a été une des premières banques de la place à se labelliser Lucie. Ça fait plus de 10 ans. C'est vrai que ça fait partie de notre démarche responsable de preuves, d'indicateurs qui sont suivis par des personnes extérieures qui viennent juger de si oui ou non on a encore le label. Donc ça nous oblige, ça nous met dans une démarche qui nous oblige. Je pense aussi, et je ne l'ai pas cité, c'est important, par rapport à notre... on a aussi on vient d'être renouvelé dans notre label fournisseur responsable. Il y a 67 entreprises en France, dont on fait partie, qui ont ce label. On en est fiers, puisque ça veut dire que voilà, nos fournisseurs, qui sont souvent d'ailleurs nos clients, pour un grand nombre, qui sont des fournisseurs locaux, qui sont engagés dans la RSE, ça fait partie des critères de nos appels d'offres, je vous confirme. On ne va pas prendre n'importe qui en fournisseur, et on paye en 24 heures. Et ça fait partie des valeurs très fortes qu'on a voulu mettre en place, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mette 6 mois à payer alors qu'on a un BFR négatif en tant que banquier. Donc, vous voyez, on est engagé, voilà, on est engagé, c'est la plupart du temps nos clients. Il y a une favorisation quelque part de nos clients, quelque part, il y a une forme de logique. Hein. Et le label, oui, c'est sans doute une preuve supplémentaire qui permet d'asseoir la démarche. Oui, ça rassure aussi les clients. Voilà, un élément de réassurance. Après, l'histoire du greenwashing, je suis totalement d'accord avec Dorothée sur le fait qu'on peut toujours, il y a toujours des grincheux, enfin moi je les appelle les grincheux, qui voient le mal partout. On peut aussi voir les choses autrement. Voilà. Donc nous, la voie qu'on a choisie, c'est de la voir autrement, de voir le monde autrement. Bon, il va être temps de clôturer cette première table ronde, mais en tous les cas, ça vous aura mis en appétit, j'espère, pour tout le reste de la journée. Hein. Je vais vous laisser retrouver les ateliers, les conférences auxquelles vous avez sûrement été inscrits. Je remercie beaucoup Anne-Sophie, Xavier, Dorothée pour vos interventions riches. Et merci aussi à vous pour votre écoute et puis vos questions qui nous ont permis de creuser encore un peu plus le sujet. Très bonne journée à tous. Au revoir.